Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Chaque année, les étés deviennent de plus en plus caniculaires et il est devenu désormais obligatoire de contrôler sa consommation d'eau. Une association fait la prévention et alerte sur l'utilisation de l'eau courante, notamment en période de sécheresse, le Centre d'information sur l'eau. Pour en parler, je reçois Marie-Lise Massé. Marie-Lise, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du Centre d'information sur l'eau, une association fondée il y a 25 ans et qui met à disposition des informations pour faciliter la connaissance et la compréhension du domaine de l'eau, mais également des enjeux du changement climatique et des défis qui s'annoncent pour l'eau. Alors premièrement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du centre ? Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je pourrais peut-être rajouter que cette association, elle a été créée à l'initiative des entreprises de l'eau, c'est-à-dire ces distributeurs qui distribuent au quotidien de l'eau potable, à traite et traitent les eaux usées. L'idée, c'était effectivement de partager avec les consommateurs, notamment, tous les bienfaits de l'eau et surtout leur expliquer le cycle de l'eau parce que nous sommes tous de plus en plus urbains et nous avons perdu un peu de vue comment l'eau fonctionne dans son milieu naturel. Voilà, donc on a beaucoup de sujets, comme vous l'avez dit. En plus, alors non seulement nous informons, et on a des canaux d'information, un site web, réseaux sociaux, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a beaucoup de relais. On travaille beaucoup avec les professeurs, l'éducation nationale, puisque dans les programmes sont inclus ce qu'est l'eau, ce qu'est l'environnement, le climat également. Et puis aussi, nous travaillons beaucoup avec le secteur de la santé, les professionnels de santé qui ont des patients qui leur posent beaucoup de questions. Et à part cette information, on est aussi un centre d'études. On regarde le comportement et l'opinion des Français sur leur eau, dans tous les secteurs, la ressource, les pollutions, la qualité de l'eau potable, qu'est-ce qu'une eau usée, etc. Donc c'est vraiment très très large et ça nous permet d'avoir un panorama qui sert, je dirais, à tous les acteurs de l'eau, puisque ces résultats sont largement diffusés, les médias en sont très, très friands, mais également les institutionnels, parce que ça peut les aider dans leur politique de l'eau. Alors, selon le dernier bilan du Bureau de recherche géologique et minière, au 1er juillet, 68% des nappes phréatiques restent insuffisamment rechargées. On a vu que cet été, presque sur l'île de France, on a connu autant d'eau que de soleil. Donc on ne se rend pas compte de cette sécheresse qui est en fait très présente et qui inquiète de plus en plus. Qu'est-ce que du coup on peut en déduire de ces chiffres et de cette situation ? Alors, l'année dernière, sécheresse 2022, il n'y a pas eu de problème. On a tous été interpellés et très, très choqués, je dirais, de cette situation. Et on a bien vu partout la sécheresse. Cette année, c'est beaucoup plus ambigu. Parce que effectivement, le BRGM disait au mois de juin-juillet qu'on avait un déficit sur 68% des nappes, mais il faut savoir qu'au 1er août, alors qu'on connaissait tous un été pourri, il faut le dire, eh bien, on est passé à 72% des nappes. Donc vous voyez, ça ne s'est pas amélioré. Et pourtant, il a plu. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas la pluie d'été ? Parce qu'en fait, il fait déjà trop chaud, donc il y a beaucoup d'évapotranspiration, et on dit que les pluies utiles, elles sont justement quand la nature est au repos, quand il fait moins chaud, pour avoir moins d'évapotranspiration, c'est-à-dire qu'une pluie utile, c'est justement là où elle n'est pas tombée, c'était entre le mois de septembre dernier et le mois de mars. Tout ce qui tombe après, ou alors il faudrait vraiment vivre un déluge pendant des semaines pour rectifier. Alors, c'est vrai aussi qu'on a quand même une situation plus contrastée d'un territoire à un autre. Alors, en Île-de-France, où il a beaucoup plu, eh bien, on a toujours des arrêtés sécheresse et ils seront poursuivis jusqu'au mois d'octobre-novembre, d'après moi, tel qu'on est parti et tel que l'état des nappes. Mais par exemple, ça va mieux sur le côté atlantique du territoire. Et c'est toujours très, très tendu dans ce qu'on appelle l'axe rhodanien, c'est-à-dire de l'est jusqu'au sud-est.
Alors, le Centre d'information de l'eau met en place chaque année une campagne estivale en rappelant le rôle essentiel aux touristes sur l'utilisation de l'eau, qui souvent l'été est un peu pris à la légère. Est-ce que ce sont des mesures qui sont respectées? Alors, l'année dernière, d'abord, on a eu la surprise, puisqu'on a fait une étude après la sécheresse, de s'apercevoir que les Français avaient énormément suivi, dans leur grande majorité, plus de 9 sur 10, avaient suivi justement le respect des arrêtés sécheresse, vous savez, qui vous interdit de faire certaines choses. Je pense d'ailleurs qu'ils sont un peu au-delà de ça, c'est-à-dire que beaucoup disent que de toute façon, ils reconnaissent qu'il faut faire des économies d'eau. Nous, on avait axé, c'est vrai, depuis 2 ans, notre communication autour du touriste, parce que le touriste arrive de l'étranger ou de notre région et n'est pas obligé de savoir ce qui se passe sur ce nouveau territoire où il arrive. Et l'année dernière, d'ailleurs, on s'est bien aperçu, ça a été moins cette année, mais l'année dernière, on a eu énormément de petits conflits entre usages. On entendait les gens dire les touristes nous prennent notre eau, le golf prend l'eau, les piscines prennent l'eau, enfin tout le monde, les douches de plage, etc. Donc il faut quand même apaiser le côté social, expliquer que tous les usages ont besoin d'eau, et qu'on ne peut pas complètement fermer le robinet à l'un ou à l'autre. Ou alors, ça doit être fait d'une manière débattue, territoire par territoire, et arriver à un consensus. Et alors, du coup, quelles sont les méthodes à mettre en place pour arriver à économiser au mieux l'eau et ne pas dépenser inutilement, si je pouvais le dire comme ça? Alors, il y a des solutions collectives, déjà, que tout le monde maintenant connaît, et d'ailleurs un peu appel de ses voeux, je dirais. Je pense aux canalisations qui ne doivent plus fuir. Toute la population dit oui, là il faut commencer par ça. Donc voilà, il faut aussi peut-être mettre en place la réutilisation des eaux usées. Ça c'est au niveau collectif, et puis au niveau collectif c'est aussi l'agriculture qui a des efforts à faire, même si elle en a engagé depuis plusieurs années. Quant à nous, je crois qu'il faut vraiment participer à ce mouvement. On dit, il y a certaines voix qui s'élèvent en disant arrêtez de casser les pieds aux Français. Moi, je pense qu'au contraire, il faut que les Français participent. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où vous participez, vous avez aussi un regard sur les autres. Et donc, vous faites levier aussi pour que les autres agissent. Voilà. Après, actuellement, on dépense les uns et les autres en moyenne 148 litres par jour et par personne d'eau potable. Il y en a ça dépend des endroits, il y en a un peu plus, d'autres un peu moins. Il faut savoir que l'Organisation mondiale de la santé, elle, dit, écoutez, avec 100 litres d'eau par jour, vous êtes déjà dans le confort. J'insiste parce que, par exemple, aux États-Unis, on dépense actuellement 350 litres d'eau par personne, et puis dans le Sahel, 7 litres. Donc vous voyez, il y a des... Voilà. En tout cas, nous avons donc une marge de manœuvre, et je pense que la première chose à faire, c'est déjà de faire la chasse aux fuites d'eau chez soi. Parce qu'on sait tous que le plombier, on l'appelle toujours demain, puis encore demain, puis on l'appelle jamais. Or, une chasse d'eau qui fuit, un robinet qui goutte, c'est à la fin de l'année, par exemple, mais c'est réellement des centaines de mètres cubes qui partent sans avoir été utilisées. Alors, elles retourneront à la nature, mais n'empêche. Alors juste pour revenir sur ce que vous disiez à propos de l'agriculture, Oui. c'est des domaines qui vont, dans les années à venir, devoir réadapter leur méthode de fonctionnement. Comment on va pouvoir trouver des solutions pour ces domaines-là ? Alors, c'est vrai que l'agriculture, elle est au centre de tout. On a besoin de continuer à avoir une alimentation. Ils sont pris en étau, les agriculteurs, il faut le dire, sont pris en étau entre les problèmes du changement climatique et puis aussi le CO2. Donc, eux, ils doivent répondre à pas mal d'injonctions. Je vous parlais tout à l'heure des eaux usées. Déjà, la réutilisation des eaux usées en France pour arroser les vignes, les vergers ou d'autres choses peut se mettre en place et ainsi faire des économies d'eau potable ou d'aller capter dans la ressource. En France, ça commence, il y a déjà des expérimentations.
ça devrait se développer. Et puis après, bien évidemment, c'est toutes les méthodes agronomiques. Hein. Il faut changer de braquet sur l'irrigation, on l'a bien compris. Il faut passer au goutte à goutte, il faut passer à plein de nouvelles choses, trouver des espèces qui demandent moins d'eau. Ce qui va être très compliqué, je pense, et pourtant ça peut agir et sur l'eau et sur le changement climatique, c'est est-ce qu'on doit continuer à faire de l'élevage comme on le fait intensivement, etc. Merci, désolé, merci. Je vais devoir Mais mettre je fin vous à en vos prie. propos. Merci beaucoup, Marie-Lise, d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez retrouver toutes les informations pour la prévention de l'eau sur le site cio.com. Et merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux.